Bonsoir, dans 2 minutes et 30 secondes, à 20 heures précisément, le chef de l'État s'adressera aux Français. Nous écouterons donc ensemble François Mitterrand qui tirera les enseignements de la victoire du RPR et de l'UDF aux élections législatives, une très large victoire. Le parti de Jacques Chirac compte 247 députés, celui de Valéry Giscard d'Estaing 213. Avec les 24 députés divers droite, la nouvelle majorité compte désormais 484 sièges. L'ancienne majorité présidentielle est laminée, 70 députés, dont 54 socialistes. Quant au Parti communiste, il a juste de quoi constituer un groupe parlementaire avec 23 sièges. Comme en 86, le président de la République tiendra compte du vote des Français en désignant un Premier ministre issu de l'UPF. C'est la raison pour laquelle François Mitterrand a reçu de nombreuses personnalités aujourd'hui à l'Élysée, et notamment Pierre Bérégovoy, qui lui a présenté sa démission. Nathalie Saint-Cric. Cela bouchonnait aujourd'hui sur les trottoirs de la rue du Faubourg Saint-Honoré quand on ajoutait les forces de l'ordre, empressés de dire aux badauds de circuler, prétextant qu'il n'y avait rien à voir, les journalistes et photographes qui se bousculaient, téléobjectifs en main, sûrs qu'il y avait quelque chose à voir, sans compter ceux qui étaient tout simplement là pour travailler. Et de fait, il fallait se battre pour voir, ou plus exactement, entreapercevoir ce qui se passait dedans. Il fallait avoir une bonne vue pour distinguer Pierre Bérégovoy, venu remettre la démission de son gouvernement, de bons yeux pour deviner René Monory, le président du Sénat reçu une demi-heure et qui à la sortie déclarait avoir trouvé le chef de l'État en bonne forme et décontracté. Et enfin, Henri Emmanuelli, président de l'Assemblée nationale sortante, également convié. Ça, c'était pour la matinée. L'après-midi, la rumeur annonçait Édouard Balladur tous les quarts d'heure. Mais ce n'était que la rumeur. La réalité était beaucoup moins palpitante, le grand calme. Seul Robert Badinter est venu par une porte dérobée visiter le chef de l'État. Mais la grille est restée désespérément fermée aux journalistes pour ne pas, paraît-il, troubler la sérénité des lieux, ni que des caméras intempestives ne perturbent les réflexions en cours. Il est 19h59 et 40 secondes, donc dans 20 secondes, le président de la République devrait intervenir. Nous vous proposerons ensuite une édition spéciale avec notre invité, Valéry Giscard d'Estaing, et évidemment avec, autour d'Albert Duroy et d'Arlette Chabot, toute la rédaction mobilisée pour recueillir les réactions au discours du président de la République que nous écoutons dans un instant. Mes chers compatriotes, en élisant une majorité nouvelle, très importante, à l'Assemblée nationale, vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. J'ai reçu et accepté ce matin la démission de M. Pierre Bérégovoy, auquel j'ai exprimé mes remerciements pour l'œuvre accomplie par son gouvernement et dont j'ai constamment apprécié le grand mérite personnel. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Édouard Balladur, député de Paris, ancien ministre d'État. Non seulement parce qu'il apparaît comme le plus apte à rassembler les différentes composantes de la majorité, mais aussi en raison de ses compétences. Je souhaite qu'il soit en mesure de former une équipe gouvernementale solide et cohérente dans les plus brefs délais. La France ne peut attendre plus longtemps. Quant à moi, je me conformerai aux devoirs et aux attributions que la Constitution me confère. Je veillerai à la continuité de notre politique extérieure et de notre politique de défense. L'Europe, la construction communautaire, l'unité progressive de notre continent doivent demeurer au premier rang de nos préoccupations. Le traité de Maastricht, déjà ratifié par 10 pays, a été approuvé par le peuple. Il nous appartient de le mettre en œuvre sans esprit de retour. Dans l'immédiat, il faut préserver le système monétaire européen. Cela ne dépend pas que de nous, mais un franc
à parité maintenue avec le mark allemand en est une condition. Sans système monétaire commun, il n'y a pas d'Europe. Enfin, je n'ai pas besoin de rappeler que dans un monde en crise, l'unité nationale reste notre principal atout. Elle repose notamment sur la cohésion sociale du pays. À la majorité qui s'en va et qu'accompagnent mes pensées fraternelles, je dis qu'au-delà des difficultés du moment viendra le temps du jugement serein sur la période qui s'achève. J'ai confiance dans celui de l'histoire. À la majorité qui arrive, je dis mon souhait qu'elle sache trouver les voies qui lui permettront de répondre aux aspirations des Français. À vous, mes chers compatriotes, je dis travaillons. Travaillons tous au succès de la France. Vive la République, vive la France. 3 minutes et 57 secondes exactement, une déclaration relativement brève mais avec une information capitale. François Mitterrand vient de nommer Édouard Balladur comme Premier ministre. Il va encore plus vite qu'en 86, Albert Duroy. Oui, le 17 mars 1986, pour la précédente cohabitation, le message du chef de l'État avait été sensiblement différent de celui de ce soir. Première différence, la nomination tout de suite du Premier ministre, Édouard Balladur. Cela vraiment ne surprendra pas grand monde. Édouard Balladur avait le profil exact que l'on prévoyait pour cette cohabitation. Il est européen, il est cohabitationniste, il est bien vu par le RPR et il avait été souhaité par l'UDF cet après-midi. En plus, il arrive en tête dans les sondages pour les souhaits des Français. Mais il y a deux autres différences également. D'abord, le chef de l'État a tenu à souligner les qualités d'Édouard Balladur, en précisant qu'il était le rassembleur de toutes les composantes de la nouvelle majorité, et en soulignant également sa compétence. Et autre différence, il a, d'une façon beaucoup plus nette et même chaleureuse que la dernière fois, fait exprimer ses souhaits de réussite pour la nouvelle majorité. Il est vrai qu'avec l'ampleur de la victoire de cette majorité, le chef de l'État devait adresser ce message différent aux Français. Tout en fixant les limites, l'Europe et la cohésion sociale. Alors, il a clairement rappelé les prérogatives présidentielles, politique extérieure, défense, Europe, et il y a ajouté également ses soucis particuliers, ses priorités, la rigueur monétaire et la cohésion sociale. Alors, merci Albert Duroy, vous restez évidemment avec nous. Nous allons tout à l'heure écouter dans un instant notre invité ce soir, Valéry Giscard d'Estaing, mais nous allons nous rendre devant les bureaux d'Édouard Balladur à Paris. Édouard Balladur qui était déjà ce matin et déjà hier présenté comme le premier des premiers ministrables. J'imagine Véronique Saint-Olive qu'il a dû écouter avec beaucoup d'attention le président. Oui, absolument, Paul. Mais alors, la surprise est quand même importante parce que tout à l'heure encore, Édouard Balladur indiquait à ses collaborateurs qu'il n'avait pas de nouvelles de l'Élysée. Donc l'annonce de sa nomination est venue plus vite que prévu. Sa voiture est du reste juste derrière moi. Il va donc partir d'une seconde à l'autre. Il doit être en train de se préparer pour être reçu par le président de la République dans les minutes qui viennent. Merci Véronique. Évidemment, vous restez en contact avec nous et vous nous tenez au courant si Édouard Balladur quitte le bureau et se rend à l'Élysée. Édouard Balladur avait réussi tout au long de la journée à résister à la pression de la presse qui ne l'avait pourtant pas quitté. C'était le cas bien sûr de Véronique Saint-Olive, Bruno Giraudon et Philippe Turpot. Reportage. 8h20. Comme d'habitude, Édouard Balladur est à l'heure. On s'annonce la journée comme d'habitude, ni plus ni moins. Comme d'habitude, il quitte son domicile du 16e arrondissement pour son bureau au boulevard Saint-Germain. Premier visiteur, François Léotard. Le président d'honneur du Parti républicain serait finalement décidé à accepter un portefeuille. Mais il se bat pour que l'UDF soit mieux représenté dans le gouvernement en gestation. De l'autre côté de l'avenue, Bernard Tapie, lui, fait ses cartons. Puis, comme d'habitude, Édouard Balladur se rend à l'hôtel de ville. Les mammouths, comme tous les lundis, arrivent à pied ou en voiture. Et Balladur explique à Chirac, Séguin, Pons, Pasqua qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Aucun signal ne lui est encore parvenu de l'Élysée. C'est l'heure de l'apéritif.
Balladur reçoit Simone Veil avant d'aller déjeuner au Plaza avec un mystérieux convive qui pourrait bien ressembler à Giscard. Retour boulevard Saint-Germain. Alain Juppé est reçu et ressort 1 heure plus tard, l'air satisfait mais chut, confidentiel. Vous avez fait affaire alors? Aucune. Soyez patient, c'est une vertu. L'après-midi traîne en longueur. Édouard Balladur, pour ne pas tomber en langueur, s'offre une petite sortie. Visite à une momie au Grand Palais, Aménophis III en personne. C'était le rendez-vous discret d'un pharaon au soleil et d'un premier ministrable. Et notre invité nous a rejoint, Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous le saviez qu'Édouard Balladur allait être Premier ministre? Vous vous en doutiez ce matin, vous avez parlé de lui. Oui, j'ai parlé de lui parce que la décision qui a été prise, c'est une décision sage. Je dirais, pour employer le vocabulaire français, c'est une décision raisonnable. C'était la conclusion qu'il fallait tirer du scrutin d'hier, qui avait donné un grand succès à l'UPF et à l'intérieur de l'UPF, une avance incontestable au RPR. C'était donc au sein du RPR qu'il était raisonnable de choisir le Premier ministre et tout indiquait que Édouard Balladur, qui s'y était préparé, était le choix le plus indiqué. Alors, dès ce matin, nous avons indiqué que nous soutiendrions sa promotion dans la fonction de Premier ministre et qu'il pourrait compter sur le soutien loyal de l'UDF. Si l'UDF avait été en tête, bien sûr, nous aurions une attitude différente et l'UDF était prêt à assumer sa part de responsabilité. Mais il faut tirer la leçon du scrutin des Français. L'avance du RPR conduit à la décision de la désignation d'Édouard Balladur comme Premier ministre, auquel je souhaite bonne chance. Voilà, on reparlera dans un instant évidemment de la suite, de la cohabitation et de ce que vous allez faire vous-même, Monsieur le Président. Mais je vous propose de mieux connaître Édouard Balladur que François Mitterrand a désigné comme nouveau Premier ministre. Il préserve sa gorge quand il fait froid. Il craint de déranger sur les marchés. Il préfère la réflexion au terrain. Édouard Balladur émerge aujourd'hui tel qu'en lui-même. Mais il se prépare depuis des mois. Depuis le jour où Jacques Chirac l'a choisi entre tous pour une mission difficile, restaurer la confiance et redresser l'économie. Bref, réussir en 2 ans à Matignon pour ouvrir ensuite la route de l'Élysée en 1995. Il est né à Smyrne, en Turquie, le 2 mai 1929, dans une riche famille bourgeoise. Mais la récession frappe et ses parents d'origine provençale décident de rentrer à Marseille avec leurs 6 enfants. Voilà Édouard, élève plutôt moyen au lycée Thiers. Il y reste jusqu'au baccalauréat, puis c'est Paris et Sciences Po. Balladur alors à 20 ans, il s'embarque pour l'Algérie, service militaire chez les Spahis. Les virées, c'était pas son genre. Hein. Mais il trouvait une façon habile et quelquefois de s'y soustraire. Il restait quand même toujours un homme peut-être un peu sur son quant à soi. Le jeune Édouard fait l'ENA, il choisit le Conseil d'État, il choisit sa femme et il se fait choisir par Georges Pompidou, ministre du général de Gaulle, comme conseiller aux affaires sociales. 10 ans plus tard, Pompidou, président de la République, nomme Balladur secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce que votre mari appréciait chez lui comme qualité humaine? La rigueur, le sérieux, le fait qu'il faisait table rase de toutes les choses autour et alentour et qu'il allait toujours à l'essentiel, vous voyez, c'est-à-dire qu'un dossier devient, même s'il est compliqué, une fois qu'il a été vu par Balladur, ça devient quelque chose de réduit à l'essentiel. 1974, c'est l'époque du giscardisme triomphant. Balladur refuse le poste d'ambassadeur au Vatican. 1981, Chirac, candidat au présidentiel, a rompu avec le couple Juillet-Garot. Il demande à Balladur de le rejoindre. Voilà recréer les liens noués sous Georges Pompidou. Ils ne se défront plus. Balladur est nommé ministre d'État de l'économie et des finances pendant la première cohabitation de 86. Aujourd'hui, Balladur, Premier ministre, estime que depuis la guerre, la situation n'a jamais été aussi difficile. Il ne croit pas au miracle, mais il espère désormais en sa propre étoile. Vous l'aurez compris, si vous nous rejoignez en ce moment même, Édouard Balladur a été nommé Premier ministre par François Mitterrand, qu'il annonçait lui-même à 20h très précisément sur France 2. Je vous propose de rejoindre en direct à l'Élysée Nathalie Saint-Cric. Nathalie ? Bien, écoutez Paul, pour l'instant il n'y a rien de neuf. On nous a même signalé en fin d'après-midi qu'il ne se passerait rien ce soir. Cela dit, nous restons. Nous attendons éventuellement Édouard Balladur, mais pour l'instant c'est très calme devant l'Élysée. Bien, donc on vous retrouve peut-être à tout à l'heure et on va se rendre directement à l'hôtel de ville de Paris où se trouve Pascal Golomer. J'imagine que Jacques Chirac devait lui aussi connaître la nouvelle. Pascal, si vous êtes à l'hôtel de ville.
Chirac qui n'a pas quitté son bureau de l'hôtel de ville aujourd'hui puisqu'il a reçu ce matin l'état-major du RPR. Il a passé une bonne partie de l'après-midi au téléphone avec notamment les nouveaux élus de son mouvement. Et c'est donc dans son bureau qu'il a suivi la déclaration du président Mitterrand et la nomination d'Édouard Balladur à Matignon. Mais il ne devrait faire aucun commentaire à chaud sur cette nomination. Lui qui est resté discret toute la journée devrait rester discret ce soir. Cela va aussi vite qu'une soirée électorale. Rendons-nous maintenant 215 boulevard Saint-Germain où se trouvent les bureaux d'Édouard Balladur. Je rappelle Véronique Saint-Oli. Véronique. Oui, eh bien écoutez Paul, Édouard Balladur vient de nous faire savoir qu'il s'apprête à partir dans quelques minutes. Il va être reçu à 20h30 par François Mitterrand, par le président de la République. Et puis ensuite, il fera une déclaration solennelle pour tous les Français. Solennelle ce soir, Véronique? Oui, ce soir, tout de suite, après avoir été reçu par le président de la République. En utilisant quels moyens? Les moyens qui sont à l'Élysée de notre antenne? En principe, à partir du perron de l'Élysée, oui. D'accord, donc je transmets l'information à Nathalie Saint-Cric qui n'a pas la chance d'être dans la cour de l'Élysée, voilà, qui est rue du Faubourg Saint-Honoré, mais qui doit vous regarder, donc qui doit avoir la nouvelle. Cela va décidément très vite, beaucoup plus vite que précédemment, monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Ouais, c'est une formule différente, puisque vous vous souvenez que précédemment, c'était le secrétaire général de la présidence de la République qui annonçait, qui lisait le décret de nomination. Et celui qui était nommé faisait une déclaration, en effet, sur le perron de la présidence de la République. Mais pourquoi ne pas aller plus vite? C'est très bien. Ah oui, vous acceptez donc cette méthode-là? Oui, il ne faut pas s'enfermer dans un formalisme. Et tout le monde savait que c'était la décision qui se préparait, autant l'annoncer aux Français, autant la rendre publique très vite. Et nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt la déclaration d'Édouard Balladur tout à l'heure. Eh bien, on l'écoutera ensemble. L'UDF que vous présidez tente de s'organiser, autrement dit d'imaginer la vie à 213. C'est la première fois que l'Union pour la démocratie française, présidée justement par vous-même, compte autant de députés centristes et libéraux vont donc tenter de cohabiter en bonne harmonie. Récit d'une journée par Bruno Roger-Petit et Pascal Pueyo. Ne pas se fier au sourire de Valéry Giscard d'Estaing. Certes, la droite a gagné, mais l'UDF a quelques soucis. La droite a gagné, mais c'est le RPR qui ira à Matignon. Bon gré mal gré, Giscard l'admet, puisque gouvernement Balladur il doit y avoir, va pour Balladur. Du coup, l'ancien président a d'autres ambitions pour son mouvement, puisque le RPR s'apprête à prendre Matignon, qu'il laisse donc le perchoir à l'UDF, échange de bons procédés. Nous souhaitons que nos partenaires du RPR reconnaissent qu'à l'issue de cette victoire commune, de même que la fonction de Premier ministre ira au RPR, la fonction de président de l'Assemblée nationale aille à l'UDF. Et c'est là que les problèmes commencent. D'abord, il y a un candidat surprise et centriste au perchoir, Dominique Baudis. L'intéressé ne veut pas en dire plus, mais bon, ils s'y verraient bien. Et tant qu'ils y sont, les centristes n'ont toujours pas décidé s'ils allaient se maintenir dans le giron de l'UDF à l'Assemblée. Groupe autonome ou pas, ils vont réfléchir. Et pour ce qui est de la candidature Baudis, ils ne sont pas contre. S'il s'agit d'élire un candidat présidentiel de la nouvelle génération à la présidence de l'Assemblée nationale, je dois dire que Baudis est parmi les meilleurs des candidats, sinon le meilleur. Au Parti républicain, c'est tout réfléchi. François Léotard soutient la candidature Baudis. Résultat, voilà Gérard Longuet, président du même Parti républicain, qui se fâche parce qu'il n'a pas été prévenu. Et il se fâche d'autant plus que François Léotard est suspecté de vouloir fonder son propre groupe à l'Assemblée. Mauvaise humeur. Moralité, à 5 jours de la rentrée parlementaire, l'UDF est sans dessus-dessous. Ambition contraire, manœuvre autour des groupes parlementaires et de la présidence de l'Assemblée. Au fait, pour ce qui est du perchoir, ne pas l'oublier, si un membre de l'UDF veut y accéder, il lui faut un laissez-passer du RPR. Pas facile. Alors, Monsieur le Président, on va parler de 3 cohabitations. Oui. La première au sein de l'UDF, la seconde entre le RPR et l'UDF, et la troisième... On n'avait que 3 entre le chef de l'État et le nouveau Premier ministre, Édouard Balladur. Alors d'abord, l'UDF. Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à éviter l'éclatement de cette confédération en plusieurs groupes autonomes? C'était la tentation de certains. Oui, mais bien sûr, n'est-ce pas? Nous sommes un mouvement qui est né à partir de mouvements divers qui se sont réunis au sein de l'UDF. D'abord, un grand succès de l'UDF. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première fois dans l'histoire politique française que le centre et le centre-droit réunissent 210 députés élus du terrain. Alors c'est nouveau. Et il est naturel qu'il y ait des discussions. Mais ces discussions sont centrées autour d'un problème qui est: va-t-on réussir à constituer un groupe commun? Je l'espère et je le crois. Mais il faut fixer des règles. Et ce sont ces règles qui vont être discutées demain. Nous réunissons tous les députés demain matin et on va parler précisément des règles nécessaires pour que chacun puisse s'exprimer, que les tendances conservent bien entendu leur identité. Alors, est-ce que ce groupe commun va se mettre d'accord sur la désignation d'un candidat à la présidence de l'Assemblée?
Il y a deux problèmes. Il y a un problème de politique, qui est un problème avec nos partenaires du RPR. Nous avons dit que nous pensions que pour l'opinion publique, et je crois que ceux qui nous écoutent le comprendront, ça serait un signal d'union et d'équilibre à partir du moment où le gouvernement va être dirigé, ce que nous comprenons, approuvons et soutenons par une personnalité du RPR, ça serait un signal d'union et d'équilibre que le RPR ne présente pas de candidat à la présidence de l'Assemblée nationale et laisse l'UDF présenter le candidat de la nouvelle majorité. Quelle est la réponse du RPR à votre souhait? Nous n'avons pas encore cette réponse. Nous l'aurons sans doute demain matin. Et ce sont les secrétaires généraux qui sont entrés en contact. Mais quelle est votre intuition? Non, je ne peux pas vous répondre. Je le souhaite parce que je crois que c'est un signal important, si vous voulez, que l'opinion qui nous a vus mener cette campagne ensemble, qui va nous voir participer et soutenir le gouvernement d'Édouard Balladur, apprécierait que réciproquement, le RPR ne présente pas de candidat et que l'UDF présente le sien. Alors le sien, lequel? C'est une procédure démocratique. Nous allons avoir un groupe de 215 députés et ces députés vont se réunir, c'est à eux de trancher. Et donc ils seront saisis des candidatures éventuelles le moment venu et ils se prononceront le moment venu. Vous-même serez-vous candidat? Alors justement, je pense qu'il ne faut pas annoncer des candidatures sur des postes comme ceux-là avant que les députés ne soient réunis. D'ailleurs, ça les antagonise, ils n'aiment pas ça. Je crois qu'ils vont se réunir vendredi, c'est la première fois, il y a des nouveaux, ils arrivent de leur province, de leur circonscription, et ils auront le choix entre les candidats. Bien, on reste ensemble, Monsieur le Président, parce que Édouard Balladur sort, j'imagine, Véronique Saint-Denis. Voilà. Oui, non, pas d'affolement, il sort donc du boulevard Saint-Germain. Édouard Balladur vient de partir à la seconde, il est entouré d'une escouade de motards de presse. Tout le boulevard Saint-Germain est bloqué, les klaxons le saluent déjà comme une victoire. On attend la suite. Bien voilà, donc la voiture d'Édouard Balladur va se diriger vers le palais de l'Élysée où se trouve Nathalie Saint-Cric. Si vous nous entendez, Nathalie, j'imagine que la voiture ne devrait pas tarder à arriver, mais on ne va pas suivre ça comme un fait divers. On attend qu'Édouard Balladur soit dans le bureau du chef de l'État, en ressorte et fasse, comme Véronique nous l'a dit, et fasse une déclaration qu'on écoutera ensemble. Monsieur Giscard d'Estaing, je reviens sur le candidat de l'UDF que vous souhaitez à la présidence de l'Assemblée nationale. On nous dit que certains dirigeants du RPR n'ont pas la tentation de, comment dire, d'exaucer votre souhait. Nous allons le voir, ça, n'est-ce pas? C'est de la politique. Je souhaiterais, nous allons parler de la politique. C'est la question la plus importante, bien sûr. Je veux dire, la politique, c'est l'action au service de la France. Nous avons mené une action commune qui a été de faire élire ces députés, dont beaucoup sont des candidats communs. Nous avons mené cette campagne dans l'ensemble, de façon avec beaucoup de cohésion. Et je crois qu'il est important que cette cohésion se maintienne et s'affirme par des gestes. Alors de même que l'UDF a tout de suite indiqué son soutien au Premier ministre RPR parce que le RPR était placé en tête par les électeurs, de même je crois que ce serait un geste, je répète, d'union et d'équilibre. De montrer que le RPR laissera à l'UDF le soin de présenter le candidat commun, bien sûr, à la présidence de l'Assemblée nationale. On va parler de la troisième cohabitation. Vous étiez en route pour venir ici. Vous avez eu le temps d'écouter le chef de l'État? Oui, tout à fait. Oui. Que pensez-vous de sa courte déclaration? Évidemment, il a souhaité bon vœu et bon courage au nouveau Premier ministre. Oui, avec une certaine chaleur. Avec une certaine chaleur. Mais il a, semble-t-il, fixé des limites sur l'Europe et la cohésion sociale. Sur l'Europe, ce qu'il a dit, d'abord, ce qu'il a exprimé, le point de vue qu'il a exprimé est un point de vue très proche de celui que j'exprime moi-même, ou que nous exprimons. Mais c'est surtout un point de vue qui est identique à ce qui figure dans notre projet de gouvernement. Car nous avons parlé de cette affaire européenne qui est très délicate. Et dans notre projet commun UDF et RPR, il y a la mise en application du traité de Maastricht, il y a la poursuite de l'Union de l'Europe, et il y a le maintien de la parité du franc et de sa présence dans le système monétaire européen. Autrement dit, ce qui a été dit par François Mitterrand n'est pas en contradiction avec le projet de l'UDF et du RPR sur ce sujet. Et le fait qu'il ait parlé de la cohésion sociale, cela veut-il dire qu'il croit cette cohésion menacée par une remise en cause possible des acquis sociaux? Alors, est-ce que ça a sonné comme un avertissement ou non, à votre avis? Non, je crois que... Enfin, je ne sais pas comment ça a sonné, je n'ai pas qualifié pour interpréter les sonneries, mais je vous dirai ce que je pense. Ayant vécu cette campagne sur le terrain, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui sont prêts de craquer. Et que la résistance à l'épreuve sociale, c'est-à-dire le chômage, la pauvreté, la menace sur l'emploi, que cette résistance atteint presque sa limite dans notre pays. Et que le nouveau gouvernement devra donc, dès sa prise de fonction, commencer à apporter une réponse à cette angoisse sociale. Mais c'est notre réponse. C'est ce que nous appelons, nous, à l'UDF, le pacte social. Parce que pour ma part,
Je crois qu'il y a beaucoup de tâches qui attendent ce gouvernement, mais la première tâche, c'est le redémarrage de l'économie française et le sentiment que nous allons sortir de la crise. Car si nous ne sortons pas de la crise économique, nous risquons de rencontrer de graves difficultés sociales. Merci pour ce premier commentaire. Je vous rappelle que nous avons une édition spéciale avant le match de football qu'on diffuse ce soir jusqu'à 20h50. Donc on continue de parler de la vie politique en attendant la déclaration d'Édouard Balladur, le nouveau Premier ministre. La nouvelle opposition, elle, a du mal à trouver ses repères. Le Parti socialiste est encore sonné. Il est passé en 2 tours de scrutin de 252 sièges à 54. 198 députés sont restés sur le tapis. Difficile de se relever dans ces conditions. Reportage de François Brabant et Jean Corneille. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le temps de digérer la difficile soirée d'hier et les socialistes se sont résolus à poser la question. Ségolène Royal a même proposé une réponse, une démission collective de la direction du parti. Les rocardiens, semble-t-il, étaient pour, les autres contre. On n'imagine pas tous les dirigeants socialistes mettant la clé sous la porte et s'en allant. Par contre, la discussion que nous avons eue, elle a porté sur le renouvellement normal dans le parti de ces instances dirigeantes par un congrès. Un congrès donc, mais lequel? Chacun a sa petite idée. Nous, on est en train de débattre des modalités et de savoir si on passe par une phase constituante qui consisterait à faire discuter les militants sur la forme même de fonctionnement du Parti socialiste, si on s'engage immédiatement sur un congrès dans une forme plus traditionnelle. Monroy et moi avons défendu l'idée d'une phase constituante. Et c'est cette idée d'un congrès constituant qui l'emporte. Un congrès qui devra aussi élire à nouveau la direction du parti. Un premier pas dans la rénovation, tout le monde devrait être content. Eh bien non. Ça me paraît là être un débat artificiel. Je crois honnêtement que ce dont ont besoin à la fois les militants, et puis au-delà de ça, tous ceux qui se reconnaissent dans des sensibilités de gauche et les électeurs, c'est de savoir ce qui s'est passé et ce que nous proposons, et pas la façon dont nous discutons, bien entendu. Et voilà que les ex-ministres cadres s'y mettent aussi. Martine Aubry, Elisabeth Guigou, Dominique Strauss-Kahn et quelques autres veulent relever la gauche mais ne veulent pas entendre parler d'un congrès. Nous, il nous semble que le congrès, ce n'est pas l'urgence. Ce qui nous paraît important, c'est de discuter partout avec tous ceux qui partagent les valeurs de la gauche, sur les terrains, et d'abord écouter les gens, parce que je crois qu'on ne les a pas suffisamment écoutés ces dernières années, travailler ensemble et reconstruire un projet. Mais on ne fera pas l'économie de l'analyse de la situation actuelle de la France, des fractures de notre pays, et sur les raisons qui font que la gauche a laissé faire cela. Bref, tout est redevenu simple au Parti socialiste. Pour se sortir de l'ornière, il suffit simplement d'éviter de tomber à nouveau dans les travers du chacun pour soi. Les socialistes avaient jusqu'à hier soir 20h leur candidat naturel ou virtuel à la présidence de la République, Michel Rocard. Sa défaite à Conflans-Sainte-Honorine remettait en question le destin programmé par les siens. L'intéressé préfère ne pas répondre, mais avant de voir ce qui s'est passé hier soir et aujourd'hui pour Michel Rocard, bien, vous découvrez la voiture d'Édouard Balladur qui entre à l'Élysée. Nathalie Saint-Cric a réussi elle aussi à entrer dans la cour de l'Élysée. Nathalie, si vous pouvez intervenir vous-même. Oui, je ne voulais pas vous... Non, mais je vous en prie, vous pouvez parler. Simplement, il devait arriver à 20h30 précise, donc il est absolument dans les temps et il est prévu normalement qu'il fasse une courte déclaration à la sortie. Simplement, il y a une espèce de panique dans la cour de l'Élysée puisque nous venons juste d'y rentrer, donc nous attendons, on ne sait pas la durée de l'entretien, mais logiquement, Édouard Balladur parle à la sortie. Et donc sur le perron de l'Élysée, à votre avis? Normalement, c'est assez peu conforme à la tradition, à ce qui se passe en général, mais toute la fin de cet après-midi était assez peu conforme à la tradition, donc nous attendons. Donc, et on vous permet de rester dans la cour de l'Élysée cette fois? Absolument. Bien, on vous retrouvera dans quelques minutes. Revenons donc sur Michel Rocard, qui a subi une lourde défaite hier à Conflans-Sainte-Honorine face à Pierre Cardot, candidat du Parti républicain. Mais Michel Rocard n'entend pas abdiquer pour autant, il veut rester actif dans la vie politique. Roland Sicard. Hier soir, même à Conflans-Sainte-Honorine, même dans le sein des saints du rocardisme, il y en a plus d'un qui a douté. Rocard battu, le coup est rude. D'ailleurs, certains militants ne le cachaient pas. L'avenir du candidat naturel à l'Élysée s'annonce difficile. Est-ce que vous pensez qu'il aura du mal à s'en remettre? Oui, ce sera très dur. Et pourtant, dans la tourmente, il y en a au moins qui continuent à y croire. Ça tombe bien, c'est justement Michel Rocard. Rocard qui, dès hier, contre-attaquait. Je demeure un militant politique combatif. Et ça, ce n'est pas prêt de changer. En tout cas, vous comptez rester présent dans le débat politique? Naturellement. Et à la place qui pourrait être la vôtre et qui pourrait être choisie par? On verra bien. En fait,
Ce qui est maintenant en cause, c'est l'avenir du fameux Big Bang que Rocard avait proposé il y a un peu plus d'un mois. Rocard qui, dès ce moment, avait fixé une échéance. La période immédiate se prête mal à ce Big Bang politique auquel j'aspire. Mais dès les législatives passées, nous devons bâtir d'urgence le mouvement, l'instrument. Je vous le disais peu avant la déclaration de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy a présenté aujourd'hui sa démission. Le Premier ministre ne se faisait d'ailleurs guère d'illusions sur ses chances de rester à Matignon. Son équipe préparait déjà ce matin les cartons. Reportage de Stéphane Magnier et Jérôme Corquiquian. Que peut-il bien y avoir dans les cartons d'un Premier ministre qui déménage? Sur cela était marqué « Dossier Bérégovoy-Bercy ». Quelques infos confidentielles et brûlantes ou quelques souvenirs personnels qui auraient suivi Pierre Bérégovoy du ministère des Finances jusque chez lui en passant par cette cour de l'hôtel Matignon. Personne n'a voulu nous en dire plus. L'humeur était trop morose, à commencer par celle de l'intéressé lorsqu'il sortit brusquement de son bureau vers 11h30. Vous allez remettre votre lettre de démission, monsieur le Premier ministre? Oui. Ce fut très bref. Une demi-heure plus tard, celui qui n'était déjà plus tout à fait Premier ministre donnait le traditionnel pot d'adieu à des collaborateurs, eux aussi un peu moroses. Au revoir. Pas de commentaires. Au revoir, il nous a dit. C'était un discours très émouvant. Triste de voir partir. Bah, un petit peu quand même. Un petit peu, oui, mais enfin. On verra bien le suivant. On verra qui sera le suivant. Mais côté politique, l'hôtel Matignon est resté désert aujourd'hui. Aucun visiteur de marque. On a seulement tenu à ce que tout soit prêt pour le successeur. À propos, petit clin d'œil, si certains ont appelé le vote d'hier une révolution démocratique, c'est du mobilier Louis XVI qui attend le futur Premier ministre dans le grand salon. Les socialistes souffriront encore davantage vendredi prochain quand ils verront la vague bleue déferler dans la salle pourpre du Palais Bourbon. 484 députés RPR et UDF prendront place dans un hémicycle qui compte 577 fauteuils. Parmi eux, de nombreux nouveaux qui ont tenu à repérer les lieux. Éric Lemasson, Pierre-Laurent Constant. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je vide l'ancienne législature. Comment ça, vous videz la législature? Je vide les répertoires du disque. Pour, comme qui dirait, je les nettoie, si vous voulez. C'est un nettoyage, tout simplement. Les états d'âme, connaît pas. L'hémicycle est encore vide, mais le personnel de l'Assemblée est déjà au travail. Le grand nettoyage a commencé. N'en déplaise à Laurent Fabius, l'un des rares élus socialistes à discuter avec les journalistes cet après-midi, c'est consciencieusement que l'on rayait du trombinoscope de l'Assemblée la longue liste des députés battus. Vous en avez rayé combien? Je sais pas, une centaine. Ils sont tout beaux, tout frais, tout neufs, les petits nouveaux de l'UPF. Les stars du jour, Pierre Cardot, le tombeur de Rocard, et François Barouin, 28 ans, le nouveau Benjamin de l'Assemblée. Ils veulent qu'on leur fasse une grande déclaration? Les anciens, eux aussi, sont en forme. Un petit air de rentrée des classes pour les RPR Robert Pandreau et Pierre Mazot, qui n'ont pas la victoire modeste. Que nous sommes les deux meilleurs, c'est que personne ne contestera. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est élu, madame, alors? On va où? Vous allez jusqu'au bout, là, au salon. Ce parlementaire-là est un oiseau rare. Jean Glavany, PS, élu député pour la première fois hier. La même joie que tous les nouveaux, seulement voilà, la même tristesse que tous les socialistes. Les couloirs, les bureaux, ils vous semblent comment aujourd'hui? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va être un peu plus allé droit que par le passé, mais bon, c'est la loi de l'alternance et de la démocratie. Alternance et démocratie, des mots qui ont résonné à l'Assemblée jusque chez Cyril, la coiffeuse de mesdames et messieurs les députés. Et moi j'ai toujours coiffé la droite, la gauche, le centre, il n'y a pas de problème, c'est éclectique ici. Valéry Giscard d'Estaing, quel sera le rôle de l'UDF dans la nouvelle majorité? Le rôle de l'UDF, ça sera de veiller à la mise en œuvre des valeurs principales de l'UDF dans la politique que l'on va suivre. Et il y en a 4. La première, c'est la tolérance et la modération, que nous avons manifesté tout au long de la campagne. C'est la demande d'un pacte social dans l'économie de marché pour atténuer la dureté de l'économie de marché. C'est la décentralisation et la régionalisation. Nous sommes beaucoup d'élus de province et des régions. Nous souhaitons une décentralisation plus marquée. Enfin, c'est l'attachement à la poursuite de l'union de l'Europe. Voilà les 4 sujets sur lesquels l'UDF exercera son influence au sein de la nouvelle majorité et du gouvernement. Dans une démocratie, il y a toujours, et Dieu merci, un pouvoir et un contre-pouvoir. Dans la mesure où l'opposition socialiste est plutôt palichonne en ce moment, est-ce que l'UDF ne sera pas tenté de s'ériger presque inconsciemment, presque involontairement, en contre-pouvoir?
du Premier ministre RPR. Je ne lui conseillerais pas. Je crois que nous sommes associés à l'action, c'est tout à fait différent. Et c'est donc que quand vous êtes dans une voiture, vous avez quelqu'un qui conduit, vous avez quelqu'un qui tient la carte. Alors l'UDF veillera à ce que la voiture aille dans la direction qui est la nôtre sur les 4 sujets dont je vous ai parlé. Mais ce n'est pas un contre-pouvoir, nous ne serons pas chargés d'équilibrer nos partenaires, nous serons chargés au contraire de maintenir la bonne direction dans l'action gouvernementale. Et il ne faut pas entrer dans cette idée qu'il va y avoir un antagonisme, il va y avoir au contraire un partage de responsabilités, mais simplement nous exercerons les nôtres. Quittons maintenant le pari politique et partons pour la province où la victoire de l'UPF prend un relief particulier. Il suffit de se rendre dans le Nord, considéré il y a peu comme un bastion socialiste. Benoît Gadret. Michel Delebarre avait le masque hier soir, prémonition à quelques minutes d'un résultat qui allait claquer comme une sanction personnelle pour le ministre d'État. Delebarre, le quadra à qui tout souriait, largement battu dans un bastion socialiste. Pire encore, le maire de Dunkerque avait émigré sur ces terres imprenables par peur d'être mis en difficulté dans son ancienne circonscription. La déroute du PS dans le Nord, Colette Codaccioni a pris largement sa part. Sa victoire dans la première circonscription fait figure de symbole. Elle s'assoit dans un fauteuil occupé jadis par Roger Saint-Langros et Pierre Mauroy. Les gens qui ont cru dans le socialisme pendant toute une période ont cru dans le Parti socialiste parce qu'il était à la fois généreux et vertueux. Eh bien, ils n'ont pas bénéficié de la générosité et ils sont déshonorés parce que les socialistes n'ont pas été vertueux. Il ne reste plus que 3 députés socialistes dans le Nord contre 14 dans l'ancienne Assemblée. C'est la débâcle pour les élus, la tristesse pour les militants. On n'a pas su répondre à la question fondamentale qui est la question du chômage. Mais depuis 12 ans, on traîne effectivement ce péché mortel pour nous qui était d'avoir fait des promesses qu'on n'a pas su tenir. La région, le département, les circonscriptions, la liste est longue. Dans 2 ans, le beffroi de Lille sera-t-il épargné? Une autre région a viré du rose au bleu, le sud-ouest. Arnaud Boutet. Sous les dorures de la salle des illustres, Dominique Baudis savoure sa victoire. Celle du candidat élu dès le premier tour, celle d'une équipe aussi qui rafle 6 des 7 circonscriptions du département. Dans le fief socialiste de Midi-Pyrénées, les dés ont roulé. La méthode Baudis a fonctionné, évitant toute primaire, sacrifiant même quelques amis sur l'autel de l'union de l'opposition. Dans la 3e circonscription de la Haute-Garonne, le président régional du CDS, Michel Valdiguier, voulait s'opposer à un autre adjoint de la mairie. Serge Didier aura finalement le dernier mot et le ticket de député. Sur les hauteurs de l'Ariège, André Trigano entame le granit socialiste. Donné perdant dans un département lâché par la droite, Trigano l'emporte avec 200 voix d'avance et s'attaque au département. Autre victoire, celle de Jean-Pierre Cave. Ce jeune centriste du Tarn-et-Garonne a réalisé un véritable exploit. Battre le député maire de Montauban, Hubert Gouze, dans un autre bastion de la gauche. Dans le Lauragais, le vainqueur de Jospin est aussi un proche du maire de Toulouse, Jean-Pierre Bastiani, que l'on surnomme ici le Baudis d'Haute-Rive. Dominique Baudis est une référence, c'est un modèle dans la manière dont il aborde les problèmes politiques. Maire de Lourdes en 89, député européen, Philippe Douste-Blazy siège désormais à l'Assemblée nationale. Élu dès le premier tour, il est à 40 ans une valeur sûre du CDS et peut-être même le successeur de Bernard Kouchner à l'action humanitaire. Dans les Bouches-du-Rhône, des hommes comme Bernard Tapie ont résisté au raz-de-marée, mais la ville de Marseille n'appartient plus aux héritiers de Gaston Defferre et la prochaine bataille qui se prépare s'annonce spectaculaire, la bataille municipale. Patrice Velay. Soir de victoire, à gauche, dans les Bouches-du-Rhône. Bernard Tapie vient de réussir son pari, gagner hors Marseille un siège de député. Derrière lui, à la ville, c'est la Bérésina. Marseille vire à droite, seul un socialiste sur 5 sauve sa place. Victoire douce amère et perspective de reconstruction. Je crois que la gauche a à comprendre, si elle ne veut pas prendre ses responsabilités en s'associant à la fois sur des projets mais aussi dans des élections, on a 50 ans la droite au pouvoir. Le vent du changement, 6 députés sur 8 à droite. Marseille a choisi son camp car les socialistes ont failli, c'est du moins la thèse des vainqueurs.
Ce que les Marseillais ont ressenti, c'est probablement qu'ils avaient été lâchés par ceux qui les représentaient à Paris. Depuis de nombreuses années, il y a des parlementaires, il y a un maire qui en principe est dans les allées du pouvoir et Marseille n'a rien vu venir. Mais ici, depuis plusieurs mois, une élection en cache une autre. La mairie est à prendre en 95. Tapi est aujourd'hui un candidat quasi déclaré. Président de l'OM, il joue la carte football pour séduire la ville. Député, il sera seul capable de fédérer contre le maire les socialistes éparpillés. Dans les Bouches-du-Rhône, comme dans d'autres départements de France, le Front National avait fait au premier tour une percée spectaculaire, mais il n'entre pas à l'Assemblée nationale pour autant. Il perd même le seul siège qu'il détenait et il se prend à rêver à d'autres combats électoraux. Jean-Baptiste Prédaly, Jean-Marie Lemaire. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Il ne croyait pas si bien dire, Jean-Marie Le Pen et le Front National restent bien seuls, ou plutôt isolés. On a eu beau trinquer hier soir, les dimanches électoraux ne se ressemblent pas. Aucun des 100 candidats présents au deuxième tour élu, l'unique siège à l'Assemblée perdu, Jean-Marie Le Pen lui-même largement défait à Nice, interdit d'alliance à droite, le Front National s'en prend au scrutin majoritaire et n'a plus qu'un recours, attendre la suite. S'il n'y a plus de représentation à l'Assemblée, eh bien, il faut que les Français s'expriment politiquement autrement qu'à l'Assemblée nationale. Si les institutions sont sclérosées, confisquées par un établissement hégémonique, eh bien, les choses se passeront ailleurs. L'Assemblée lui a tourné le dos. Jean-Marie Le Pen préfère miser sur d'éventuelles divisions dans la nouvelle majorité et parier sur l'élection présidentielle. Et là, au moins, pas de surprise, il sera vraiment seul contre tous. Enfin, le Parti communiste se trouve dans une situation paradoxale. Il compte à peine 23 députés, mais comme il n'en avait que 26 dans la précédente Assemblée, il semble presque s'estimer heureux. Jean-Yves Perrin. Globalement satisfait, Georges Marchais. D'abord de sa victoire. Il est réélu à Villejuif grâce à un excellent report des voix de gauche. De plus, le Parti communiste sauve les meubles. 23 députés dans la nouvelle Assemblée, 3 de moins que dans la précédente, mais de quoi conserver un groupe parlementaire. Nous allons avoir notre groupe et c'est une bonne chose pour notre peuple qui va avoir beaucoup à lutter pour se défendre face à la politique que la droite va mettre en œuvre selon le programme qu'elle avait élaboré. Une ombre au tableau, le recul du PC dans ces bastions du centre de la France. Principale victime, André Lajoigny, président du groupe dans l'ancienne Assemblée. Autre battu, Charles Fitterman, le chef de file des contestataires. Des contestataires au nombre de 5 dans le futur groupe. S'ils partent, il n'y a plus de groupe, il faudra donc compter avec eux. Je crois qu'il faut que le groupe fonctionne autrement, qu'il faut que ce soit les députés eux-mêmes qui, selon la légitimité qui est donnée par les électeurs, qui définissent les positions de leur groupe. Et non la direction du Parti communiste. Non, je crois que ce sont des modalités de fonctionnement anciennes et qu'il faut ensemble, tous les députés du groupe, trouver des voies nouvelles qui soient mieux en prise avec les réalités de la société d'aujourd'hui. Ce soir, on donne Jean-Claude Guessot, un proche de Georges Marchais, pour prendre la présidence du groupe communiste. Peut-être pas le signe d'ouverture attendu par les contestataires. Il est 20h40, si vous nous rejoignez, sachez que la rédaction de France 2 vous propose une édition spéciale sur les suites du deuxième tour de scrutin législatif 93, c'est-à-dire sur la nomination d'Édouard Balladur, annoncée à 20h par le chef de l'État en personne, Albert. Oui, et c'est une surprise, et il est même possible que ce soit une surprise un peu pour Édouard Balladur, non pas qu'il ne s'attendait pas à être nommé à l'hôtel Matignon, mais d'après un certain nombre de témoins directs et bien informés, à 19h15 ce soir, Édouard Balladur ne savait toujours pas qu'il serait nommé Premier ministre ce soir. Donc, par rapport à 1986, la précédente cohabitation, le seul exemple auquel on puisse se référer, celle-ci, la nomination a été beaucoup plus vite que la fois précédente. La fois précédente, il a fallu attendre 48 heures pour que Jacques Chirac soit chargé d'étudier la formation d'un gouvernement. Cette fois-ci, le Premier ministre est nommé dès le lendemain du second tour. Deuxièmement, dans ses propos tout à l'heure, le Président de la République a eu des mots aimables pour la compétence d'Édouard Balladur et pour le fait qu'il était un rassembleur des différents courants de la nouvelle majorité, et il a même manifesté ses souhaits de réussite à cette nouvelle majorité. Est-ce que ça veut dire que la cohabitation sera idyllique? Elle commence d'une façon détendue, mais avec la cohabitation, on ne sait jamais combien de temps ça dure. Voilà, en tout cas, Édouard Balladur est en ce moment même dans le bureau du chef de l'État. Nathalie Saint-Cric se trouve à l'Élysée. Elle nous appellera quand le nouveau Premier ministre
sortira du bureau présidentiel et fera sans aucun doute, c'est ce qui a été annoncé, une déclaration. Arlette Chabot se renseigne déjà sur la composition du futur gouvernement. On vous retrouve dans un instant. La victoire écrasante du RPR et de l'UDF aura masqué hier les quelques primaires qui opposaient certains de leurs membres, primaires officiels ou sauvages. Le duel le plus spectaculaire opposait Michel Noir et Alain Mérieux. Le maire de Lyon l'a emporté malgré ses tracas dont nous parlerons dans un instant. Françoise Vallée. Michel Noir a retrouvé le sourire. Entre lui et Alain Mérieux, candidat officiel de l'UPF, les Lyonnais ont tranché. Ils ont plébiscité leur maire, 16 points d'avance sur son adversaire pour Michel Noir. C'est la victoire de Lyon sur Paris. Quand les Parisiens se mêlent de nos affaires, ça marche jamais. Et que c'est aux Lyonnais de décider ce qui est bon pour Lyon et non pas à quelques Parisiens. Pourtant, les avis des Lyonnais sont partagés sur l'ampleur de la victoire du maire de Lyon. Je pense qu'il a eu beaucoup de succès parce que cette fois-ci, c'est les gens de gauche qui l'ont vachement aidé. Voilà. Je crois qu'il a apprécié de la population lyonnaise, qu'il a fait quand même certaines choses au niveau de notre ville et que les gens revotent pour lui. Et puis toute la polémique qu'il y a eu autour de lui, finalement, au lieu de se retourner contre lui, je crois qu'au contraire. On n'avait pas le choix, quoi. Mais tant qu'à faire, il valait mieux que ça soit lui. Et je suis très contente. Vraiment, ça m'a fait bien plaisir. Et je comptais bien qu'il passerait. La bataille a été rude et Michel Noir sait qu'il retrouvera Alain Mérieux dans 2 ans dans une autre bataille, celle des municipales. Mais aujourd'hui, il est attendu par une autre échéance. Cette fois, il s'agit de justice. Précisément, hier soir, Michel Noir savourait sa victoire et ce soir, le député maire de Lyon est l'objet d'un réquisitoire supplétif délivré par le procureur de la République pour recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire Botton. Cette procédure pourrait aboutir à une mise en examen. Michel Fine. Et toi ? Mars 89, Michel Noir est radieux. Le voici désormais maire de la 2e ville de France. Derrière lui, toujours au second plan, son gendre et directeur de campagne, Pierre Botton, savoure sa victoire. Quelque temps après, les 2 hommes se fâcheront. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Pierre Botton est en prison. Au juge qui l'a incarcéré, il explique. La carrière politique de Michel Noir, c'est lui qui l'a financée. Les loyers, les costumes, les voyages en Israël, à New York, aux Antilles, il les a payés avec l'argent de ses sociétés. Il y en aurait, dit-il, pour plus de 10 millions de francs. La preuve est dans ce document, écrit en avril 89 de la main même du maire de Lyon, une sorte de reconnaissance de dette. Tout y est. Le paiement des sommes dues à Pierre Botton s'effectuera sur la base de versements en espèces. Les dépenses passées en frais d'entreprise seront remboursées à 50%, les autres à 100%. Sur ce document, Michel Noir a sa version. Pierre Botton le sommait, dit-il, de lui rembourser ses investissements. Pour avoir une idée précise du contenu exact de ces exigences qu'il ne souhaitait pas écrire, j'ai dû prendre la plume pour les coucher noir sur blanc sous forme d'une convention. Devant l'énormité, pour ne pas dire le délire de ces revendications et les façons de les régler qu'il me proposait, je l'ai à nouveau sorti de mon domicile de Paris. Il est parti avec ses papiers et l'énoncé manuscrit de ma proposition, de sa proposition. Aujourd'hui, la pièce est au dossier. À l'encontre de Michel Noir, le juge a demandé un réquisitoire supplétif pour recel d'abus de biens sociaux. Le parquet aura hésité longtemps avant de délivrer un document indispensable à la mise en examen inéluctable du maire de Lyon. Revenons aux élections législatives et à leurs conséquences sur la cohabitation entre le chef de l'État et la nouvelle majorité. Comment le président de la République et le Premier ministre, Édouard Balladur, partageront-ils leur pouvoir en politique étrangère? L'Europe et les États-Unis aimeraient bien connaître la réponse à cette question. Allons avec nos envoyés spéciaux permanents à Bonn, Londres, Rome et Washington. Ici, c'est sur les dossiers européens que l'on jugera la nouvelle majorité. La classe politique allemande n'a pas oublié la campagne de Maastricht, où une partie du RPR n'avait pas suivi Jacques Chirac. Alors prudence, prudence, mais pas méfiance. En ce qui concerne le RPR, je suis sûr que, ayant lu les différentes déclarations de Juppé par exemple, je suis sûr qu'il y a une continuité européenne au niveau du gouvernement. Les sujets de friction pourtant existent, mais on l'assure ici, le couple franco-allemand restera solide. Je pense que pour les problèmes économiques et monétaires, il y aura une solution européenne ou il n'y aura pas de solution. C'est donc un devoir de la sagesse d'essayer de surmonter nos problèmes ensemble. Les dirigeants allemands misent donc plutôt sur la continuité que sur le changement. On attend ici de connaître le futur Premier ministre et on espère qu'il saura faire passer l'Europe avant la défense d'intérêts catégoriels.
Les Britanniques sont furieux contre la France. Rien à voir avec le résultat du deuxième tour. Ce sont les pêcheurs français qui provoquent la colère anglaise. Ils ont osé provoquer la Royal Navy de Sa Majesté. La victoire des conservateurs français passe au second plan. La presse londonienne l'accueille d'ailleurs avec prudence. Les milieux financiers se demandent si le franc fort résistera longtemps aux pressions extérieures. La pression n'est pas encore vraiment forte, mais les marchés attendent avec impatience la nomination d'un nouveau gouvernement aussi rapidement que possible, avant la réunion de la Bundesbank et la baisse des taux d'intérêt. Pas de réaction officielle avant la nomination d'un nouveau gouvernement français, mais quelques inquiétudes. Qui sera le maître de la diplomatie française? Et quelle Europe avec cette nouvelle majorité? Et quelle est la place que tiennent les Britanniques dans le cœur des nouveaux dirigeants français? Les Britanniques ont déjà fait savoir, quoi qu'il arrive, il leur reste toujours leur cousin d'Amérique. Avalanche de voix pour le centre droit, victoire sans appel, les socialistes KO, les conservateurs triomphent. Au-delà des titres en première page, il y a sous la plume des éditorialistes italiens des interrogations qui reflètent bien le doute général. La France restera-t-elle un partenaire européen loyal? Y aura-t-il des anti-Maastricht au gouvernement? Mais aux craintes s'ajoute un certain respect pour un type de scrutin qui réussit à assurer sans compromis une alternance au pouvoir. Les Italiens voteront le 18 avril pour dire si oui ou non ils souhaitent une dose de système majoritaire dans leur proportionnel intégral. Intuitivement, ils envient les Français, même s'ils ne comprennent pas toujours très bien comment le Parti communiste a pu obtenir 23 sièges avec 9% des voix, alors que le Front National n'a aucun élu avec 12,5% des suffrages. À Washington, la victoire sans surprise de la droite française ne vole pas vraiment la une au feuilleton Yeltsin. Une victoire analysée ici non pas comme une revanche idéologique, mais comme un vote sanction comparable, disent les Américains, à celui qui en novembre, aux États-Unis, a mis fin à 12 ans de pouvoir républicain. Pour le Washington Post, la marge de manœuvre du président Mitterrand est désormais plus réduite qu'en 86. De son côté, le Wall Street Journal, le journal des milieux d'affaires, souligne que la nouvelle majorité est divisée par les stratégies de ses chefs. Enfin, le New York Times fait de Jacques Delors le premier bénéficiaire de l'échec de Michel Rocard. De son côté, le Washington officiel se garde bien de risquer le moindre commentaire sur la cohabitation et attend surtout de savoir à quel point la nouvelle majorité se montrera plus coriace que la précédente sur le règlement des différends économiques Europe-États-Unis. Il est 20h50. Tous ceux qui aiment le football, et j'en suis, doivent attendre impatiemment le match de Coupe de France Bordeaux-Valenciennes que France 2 doit diffuser. Je vous rassure, on le diffusera aussitôt après, à la fin de cette édition spéciale consacrée aux élections législatives et à la nomination d'Édouard Balladur comme Premier ministre. Nomination annoncée à 20h par François Mitterrand. Le chef de l'État et le nouveau Premier ministre sont ensemble dans le bureau présidentiel. Nathalie Saint-Cric. Oui, ça fait 20 minutes que le chef de l'État et Édouard Balladur sont ensemble. On ne sait pas à quelle heure Édouard Balladur va sortir, mais cela est confirmé. Il doit y avoir une intervention du nouveau Premier ministre sur le perron de l'Élysée. Et nous vous appelons dès lors qu'on voit Édouard Balladur apparaître sur le perron. Oui, en tout cas, on voit les micros derrière vous, Nathalie. Cela veut dire qu'effectivement, le Premier ministre devrait faire une déclaration puisque la sonorisation de la cour de l'Élysée est prête. Arlette Chabot. Alors, déjà des noms pour la composition du futur gouvernement qui devrait être annoncé relativement rapidement cette semaine. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, Édouard Balladur a eu le temps de réfléchir à la composition de ce gouvernement, même si une composition de gouvernement est toujours un petit peu délicate. Mais certains disaient que cet après-midi, si M. Balladur est allé visiter une exposition, c'est justement parce qu'il s'ennuyait un peu, parce qu'il avait pratiquement bouclé donc son équipe gouvernementale. Une chose est sûre, elle sera sûrement ramassée, elle doit être très cohérente, très soudée en tout cas, non seulement parce que les dossiers sont difficiles, mais aussi parce que ce gouvernement devra lui aussi cohabiter avec une majorité nombreuse, très forte, et que c'est souvent difficile quand même de travailler avec des députés aussi nombreux. Alors, ce gouvernement, M. Giscard d'Estaing pourrait le dire, devrait être à parité UDF-RPR, beaucoup plus équilibré en tout cas qu'en 1986. Il y a ce qu'on appelle les inévitables dans un gouvernement. Donc évidemment, on cite les noms du côté du Parti républicain, de Gérard Longuet, d'Alain Madelin, de Charles Millon, qui entrerait pour la première fois au gouvernement, qui est le président de la région Rhône-Alpes et qui en 86 était contre la cohabitation. Cette fois, il entrerait dans ce gouvernement. Il y aurait aussi M. Bayrou, qui est le secrétaire général de l'UDF, qui aimerait beaucoup sans doute reprendre en main le dossier de l'éducation dont il est un spécialiste. François Léotard, évidemment,
mais à quel poste, c'est une des interrogations, car François Léotard rêve plutôt, on le sait, de la défense ou des affaires étrangères. Les centristes, Pierre Méhaignerie, pourraient retrouver par exemple un portefeuille de l'économie et des finances. On sait que les centristes sont assez proches d'Édouard Balladur et le soutiennent totalement dans cette affaire. Et puis au RPR, Alain Juppé. Jacques Chirac souhaite que le secrétaire général du RPR conserve son poste au Rassemblement pour la République. Néanmoins, lui aimerait bien entrer au gouvernement, peut-être lui aussi le Quai d'Orsay. Et puis on devrait retrouver Charles Pasqua, Jacques Toubon, d'autres responsables donc du mouvement gaulliste. Et peut-être des surprises parmi les nouveaux élus. Pourquoi pas, on citait tout à l'heure peut-être Pierre Cardot ou peut-être Odette Konachoni qui a battu celui qui devait succéder, Bernard Roman, à Lille et qui devait succéder donc à Pierre Mauroy. On cherche en tout cas des femmes, Madame Simone Veil, dont on parle aussi, éventuellement pour un poste de ministre de la Justice, et qui a vu Édouard Balladur ce matin. Bien, vous restez avec nous. La Russie n'a pas réagi aux élections législatives. Il est vrai qu'elle est confrontée à ses propres problèmes. Le bras de fer entre le Congrès et Boris Yeltsin se poursuit, mais les parlementaires russes ont tout de même accepté aujourd'hui l'organisation d'un référendum pour le 25 avril prochain. Marcel Tria nous appelle de Moscou. Pour la dernière fois, peut-être. C'est ce que pensaient sans doute certains députés du Congrès au moment de se séparer en fin d'après-midi. Hier soir, après l'échec de la procédure de destitution de Boris Yeltsin, le président s'était précipité sur la place Saint-Basile pour savourer sa victoire avec ses partisans rassemblés sous les murs du Kremlin. Le scénario a été préparé par des spécialistes du comité central de l'ancien parti communiste. Le coup d'État communiste a échoué. Ce matin, pourtant, les députés du peuple relançaient aussitôt la guerre de tranchées. Ils rejetaient toutes les propositions de compromis de Boris Yeltsin et faisaient du référendum du 25 avril une véritable machine de guerre contre lui. Pour triompher, le président devrait par exemple obtenir plus de 50% des voix des inscrits et non pas des votants. Peu après, un de ses proches réagissait de manière cinglante. Le Congrès s'est transformé en machine infernale pour détruire la paix civile et la stabilité dans le pays. Boris Yeltsin a remporté hier une indiscutable victoire psychologique qui lui donne un court répit. Il en profitera sans doute pour achever de discréditer ses adversaires et surtout pour tenter de convaincre ses amis occidentaux de ne plus se contenter de belles paroles. En Bosnie, le cessez-le-feu conclu vendredi à Belgrade semble être globalement respecté, mais tout de même, les casques bleus notent de nombreuses violations de la trêve dans l'enclave musulmane de Srebrenica. François Cornet. Le printemps n'est pas arrivé jusqu'à Srebrenica. La neige et le froid constituent ici le cruel décor d'une population martyre assiégée depuis près d'1 an. Depuis le passage d'un convoi humanitaire, un peu de lait chaud vient réchauffer dans cette misère au quotidien les corps et les cœurs. Pas de pitié pour Srebrenica, qui continue à enterrer ses morts. Malgré le cessez-le-feu, l'artillerie serbe a tiré aujourd'hui encore sur la ville. Dérisoire défense bosniaque face à des forces ennemies à moins de 2 km maintenant de cette enclave musulmane. Petit à petit, Srebrenica se vide, l'exode plutôt que la mort. Les enfants, eux, ne survivraient pas sur les chemins enneigés. Ils seront évacués par les camions blancs des Nations Unies si les Serbes leur en laissent encore le temps. Dans la grande rue rebaptisée Philippe Morillon, une poignée de casques bleus organise les évacuations. Ils ont déjà réussi à faire sortir de Srebrenica plus de 2000 femmes et enfants. Des évacuations qui en fait arrangent bien les Serbes. Dans leur diabolique dessein de purification ethnique, ils n'auront pas à chasser ces musulmans après la prise de la ville. Ils ne verront pas cette scène dramatique de la guerre et n'en auront pas honte. Un père pleurant son enfant, mort de froid ou de faim. Depuis quelques jours, la Royal Navy et les pêcheurs français jouent à la bataille navale dans les eaux anglo-normandes près de Guernesey. Londres n'apprécie pas du tout. L'ambassadeur de France à Londres a été convoqué cet après-midi au Foreign Office. Léo Lamberton. Brûler l'Union Jack, le drapeau britannique, offense suprême pour les Anglais. C'est pourtant ce qu'ont fait hier des pêcheurs cherbourgeois. Pendant 5 heures, ils ont occupé une vedette de la Royal Navy qui faisait une escale de routine à Cherbourg. Un incident survenu après un autre coup de force des marins cherbourgeois. Quelques heures plus tôt, en effet, un chalutier français, la Calypso, est arraisonné par la Royal Navy alors qu'il pêche dans les eaux anglaises, au large de l'île d'Alderney. 3 gardes-côtes britanniques montent à bord.
Ils veulent conduire la Calypso à Guernesey. Mais coup de théâtre, les marins français font demi-tour vers Cherbourg et emmènent avec eux les 3 gardes-côtes sans leur demander leur avis. Aujourd'hui à Londres, c'est l'indignation. L'ambassadeur de France a même été convoqué. Paris condamne ces 2 incidents. Mais la tension n'est pas tombée. À Cherbourg, les marins ont l'intention de continuer à pêcher au large de Guernesey et d'Alderney. Le Crédit Lyonnais a un gros découvert. La Banque française a annoncé la 4e perte de son histoire, 1,8 milliard de francs pour l'an dernier. Jean-Pierre Métivet. La chaise vide cet après-midi de Jean-Yves Abrère. Le président du Crédit Lyonnais refuse de se laisser filmer. Coquetterie? Non, plutôt des mauvaises nouvelles à annoncer. 1,8 milliard de francs de pertes l'an dernier, du jamais vu depuis 20 ans. Pris en ciseaux, Jean-Yves Abrère, entre la crise de l'immobilier et des prêts inconsidérés à des personnages sulfureux. Du coup, la banque a dû passer à la caisse. Montant inconnu pour Robert Maxwell. Pour Giancarlo Paretti, arrêté par la justice italienne fin 91, plus de 2 milliards de francs, rien que cette année. Essentiellement pour couvrir le rachat de la Metro-Goldwyn-Mayer à Hollywood par cet étrange financier italien. Mais le plus lourd, c'est peut-être pour Florio Fiorini, ex-associé de Paretti, et aujourd'hui en prison en Suisse. 3 milliards de francs pour son holding Sasea et ses filiales. Malgré ces ardoises, on estime généralement que le Crédit Lyonnais reste l'une des banques les plus prometteuses quand la reprise aura lieu. En tout cas, vu les mauvais résultats actuels, il y a peu de chances pour que le Crédit Lyonnais figure dans la liste des prochaines privatisations. Il est près de 21 h et le nouveau Premier ministre Édouard Balladur se trouve toujours dans le bureau présidentiel. Il s'y trouve depuis une demi-heure environ. Le successeur de Pierre Bérégovoy, quand il sortira du bureau présidentiel, fera sans aucun doute une déclaration sur le perron de l'Élysée. Nous attendons donc à la fois sa sortie et sa déclaration. Nous la diffuserons évidemment aussitôt, mais nous diffuserons aussitôt après le match de Coupe de France Bordeaux-Valenciennes que vous attendez sans aucun doute et vous êtes très nombreux à l'attendre. Donc en attendant d'écouter Édouard Balladur, je vous propose de revenir sur les résultats du 2e tour du scrutin législatif 93 en revoyant la liste avec Jean-Yves Perrin des élus et des battus. Le gouvernement, première victime du raz-de-marée à droite. 13 ministres battus sur 29 candidats. Roland Dumas à Sarlat, Michel Delbar dans le Nord, Michel Vauzel à Arles, Louis Mermaz à Vienne figurent parmi les principales personnalités de gauche battues. 16 élus chez les membres du gouvernement, à commencer par le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, à Nevers. Jacques Lang est réélu à Blois, Bernard Tapie est élu à Gardanne. À noter l'élection de Georges Sarr, seul socialiste élu à Paris, qui empêche l'UPF de réaliser le grand chelem dans la capitale. Toujours chez les socialistes, Michel Rocard et Lionel Jospin sont les grands battus du scrutin. Autre personnalité socialiste perdante, Jean Auroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée, et Henri Nallet, ancien garde des Sceaux. En revanche, Laurent Fabius sauve son siège dans la Seine-Maritime, comme Henri Emmanuelli, président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Chevènement à Belfort et Julien Drey dans l'Essonne. Chez les communistes, Georges Marchais, secrétaire général du parti, est réélu à Villejuif, mais André Lajoigny est battu dans l'Allier. À droite, peu de personnalités chutent. Une surprise, Bernard Stasi battu par un divers droite à Épernay. Parmi les nombreux élus, Michel Noir à Lyon et François Léotard à Fréjus passent sans problème ce second tour. Enfin, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, ne sera pas député, pas plus que Bruno Maigret et Marie-France Tirbois, qui perd l'unique siège du Front National d'une centaine de voix. Et Didier Eppelbaum tient à vous donner un autre résultat. Il y a les législatives, il y a aussi les télégislatives, la confrontation entre les soirées électorales télévisées qui s'est jouée au scrutin proportionnel. Voici les résultats officiels de l'Institut Médiamétrie. Premier tour, incertitude, France 2 et TF1 au coude à coude, mais déjà une première indication de glissement à partir de 22 h. 27,4% de téléspectateurs votent France 2 contre 24,7% pour la une. Second tour, la confirmation. Entre 19h45 et 23h, vous avez été 28,1% à préférer France 2 contre 23,8% TF1, soit près d'1 million de plus. Majorité absolue pour l'alliance France 2, France 3. Performance de précision également, puisque les estimations de BVA, les nôtres, étaient les plus proches de la réalité. Je tiens donc à vous remercier pour votre fidélité, pour l'intérêt que vous avez porté à notre soirée, peut-être sans doute à cause de l'échange quelquefois spectaculaire, parfois dense, entre ce qu'on appelle la société civile, simplement des Français connus ou pas, et entre les hommes politiques. Maryse Burgot.
Hier soir, il est un homme que personne n'osa interrompre sur le plateau de France 2, l'abbé Pierre, venu dire aux autres hommes politiques ce qu'ils pensent du Front National et de son leader, Jean-Marie Le Pen. Je suis malheureux de penser que 12% des meilleurs parmi les Français sont dupés, trompés par quelqu'un qui a, un moment de sa vie, gagné sa vie en vendant des disques pour la propagande des chansons nazies. On sort d'en prendre, il y en a marre, on n'en veut plus. Et qu'ils le sachent bien, ceux qui se laissent duper en votant de ce côté-là, on leur ment, on les trompe. Il y eut aussi les premiers mots de la déception, ceux des vaincus. La gauche a perdu, nous avons tous perdu, moi avec elle. La droite a tous les leviers du pouvoir entre les mains. Il faut souhaiter pour le pays qu'elle s'en serve bien. On retiendra aussi quelques amers échanges entre gens qui visiblement ne se considèrent pas du même monde. Cette victoire, il ne faut pas la gâcher, il faut la compléter. Comment en obtenant le départ de François Mitterrand. Monsieur de Villiers fait toujours dans la dentelle, c'est le propre des vicomtes, je crois. On retiendra enfin les mots de ceux qui s'y voyaient déjà, Dominique Baudis rêvant tout haut de présider l'Assemblée nationale. Si mes collègues me font confiance, je suis prêt au milieu d'eux, parmi eux et pour eux, à m'y consacrer. Et beaucoup d'amitié et beaucoup d'affection pour Dominique Baudis, mais c'est vendredi qu'on jugera de cela. Bien sûr. Il nous reste 4 journées, Dominique, pour qu'on en parle. Victoire écrasante d'un côté, douloureuse défaite de l'autre. Loin d'en faire un spectacle, tous auront préféré la dignité d'un vrai débat. 21h03, l'entretien dure depuis maintenant 40 minutes entre le chef de l'État et le nouveau Premier ministre dont il a lui-même annoncé la nomination à 20h. Édouard Balladur succède à Pierre Bérégovoy. Il devrait faire une déclaration sur le perron de l'Élysée. Si vous n'avez pas vu le début de ce journal, je vous propose de découvrir le nouveau Premier ministre avec Véronique Saint-Olive. Il préserve sa gorge quand il fait froid. Il craint de déranger sur les marchés. Il préfère la réflexion au terrain. Édouard Balladur émerge aujourd'hui tel qu'en lui-même. Mais il se prépare depuis des mois. Depuis le jour où Jacques Chirac l'a choisi entre tous pour une mission difficile, restaurer la confiance et redresser l'économie. Bref, réussir en 2 ans à Matignon pour ouvrir ensuite la route de l'Élysée en 1995. Il est né à Smyrne en Turquie le 2 mai 1929 dans une riche famille bourgeoise. Mais la récession frappe et ses parents d'origine provençale décident de rentrer à Marseille avec leurs 6 enfants. Voilà Édouard, élève plutôt moyen au lycée Thiers. Il y reste jusqu'au baccalauréat, puis c'est Paris et Sciences Po. Balladur alors à 20 ans, il s'embarque pour l'Algérie, service militaire chez les Spahis. Les virées, c'était pas son genre. Hein. Mais il trouvait une façon habile, et quelquefois, de s'y soustraire. Il restait quand même toujours un homme peut-être un peu sur son quant à soi. Le jeune Édouard fait l'ENA, il choisit le Conseil d'État, il choisit sa femme et il se fait choisir par Georges Pompidou, ministre du général de Gaulle, comme conseiller aux affaires sociales. 10 ans plus tard, Pompidou, président de la République, nomme Balladur secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce que votre mari appréciait chez lui comme qualité humaine? La rigueur, le sérieux, le fait qu'il faisait table rase de toutes les choses autour et alentour et qu'il allait toujours à l'essentiel, vous voyez, c'est-à-dire qu'un dossier devient, même s'il est compliqué, une fois qu'il a été vu par Balladur, ça devient quelque chose de réduit à l'essentiel. 1974, c'est l'époque du giscardisme triomphant. Balladur refuse le poste d'ambassadeur au Vatican. 1981, Chirac, candidat au présidentiel, a rompu avec le couple Juillet-Garot. Il demande à Balladur de le rejoindre. Voilà recréer les liens noués sous Georges Pompidou. Ils ne se défront plus. Balladur est nommé ministre d'État de l'économie et des finances pendant la première cohabitation de 86. Aujourd'hui, Balladur, Premier ministre, estime que depuis la guerre, la situation n'a jamais été aussi difficile. Il ne croit pas au miracle, mais il espère désormais en sa propre étoile. Voilà, et Édouard Balladur est encore dans le bureau du chef de l'État. Nous avons un ancien chef de l'État sur ce plateau, Valéry Giscard d'Estaing, donc vous êtes toujours avec nous. Que peuvent-ils se dire? D'abord, c'est tout à fait normal.
Je crois que c'est leur premier entretien sur le fond des choses. Le président de la République a évoqué un certain nombre de problèmes tout à l'heure dans son allocution, les problèmes européens, la situation économique et sociale, et si on commence à traiter de ces sujets, on en a pour un bon moment. D'autre part, il faut définir le calendrier politique, les conditions dans lesquelles le gouvernement va être présenté, puisque on présente les ministres au président de la République, le moment où il ira devant l'Assemblée nationale, et je crois qu'il y a matière à une longue conversation. C'est pourquoi, quand vous avez dit tout à l'heure, il sortira à 8h30 pour une déclaration, moi j'ai rien dit, je n'en croyais pas un mot. Donc vous êtes patient, vous restez avec nous. Est-ce qu'à votre avis, il parle des pouvoirs qu'ils vont se partager? Est-ce qu'il parle par exemple de l'article 20 de la Constitution? Le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation, il est responsable devant le Parlement. Il n'y a pas matière à en parler, c'est tout à fait clair. N'est-ce pas? En matière de politique intérieure, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a aucune difficulté concernant la répartition des compétences, puisque c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, et le président de la République n'y peut rien. Il ne peut pas refuser de signer les lois, il a un délai de 15 jours pour les signer. Le seul problème qu'on a connu, c'était celui des ordonnances, mais on n'a pas besoin d'ordonnances quand on a une large majorité, puisque maintenant on fait voter sa majorité. Si bien qu'en matière de politique intérieure, il n'y a pas de débat sur l'application de la cohabitation. En matière de politique extérieure, c'est plus difficile, surtout sur les sujets européens. Parce que la tradition française instaurée par le président Pompidou, que j'ai suivi, que le président Mitterrand a suivi, c'est que c'est le président de la République qui assiste au Conseil européen. Dans les autres pays, c'est le Premier ministre. Et bon, cette tradition existe, mais à partir du moment où le président de la République et le gouvernement ne sont pas du même avis, il peut y avoir une difficulté. Alors justement, prenons un exemple, les négociations commerciales du GATT. Imaginons qu'il ne le soit pas dans la relation qu'on doit établir avec les États-Unis. Oui. Là-dessus, c'est une difficulté politique, mais pas pratique, parce que les négociations du GATT sont conduites par les ministres des Affaires étrangères et non pas par le président de la République. Non, c'est surtout dans les affaires européennes, lors des réunions d'un Conseil européen qui discutera, par exemple, de la politique agricole commune ou du prochain budget de l'Europe, il est évident qu'il doit y avoir un partage, une précision dans le partage de responsabilités entre le président et le gouvernement. Parlons de l'homme. Vous le connaissez bien, Édouard Balladur. Je crois qu'il a travaillé avec vous, enfin d'une manière indirecte. Il n'a pas travaillé, si je dirais entre guillemets, pour moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas été un de mes collaborateurs. Je l'ai connu lorsqu'il était auprès du président Pompidou, puisque pendant toute la durée de la présidence de Georges Pompidou, j'étais chargé de l'économie et des finances. Donc j'avais un grand secteur qui était le secteur du redressement économique et financier de la France. Et à ce moment-là, Édouard Balladur était auprès du président Pompidou, chargé du dossier des affaires sociales. Donc j'étais en rapport avec lui chaque fois que la politique économique, ça arrive souvent, comme vous le savez, avait des dimensions ou soulevait des problèmes de caractère social. Donc on a eu souvent l'occasion de travailler ensemble. Et puis quand j'ai été président, effectivement, je cherchais à savoir ce qu'il pouvait devenir, parce que j'estimais qu'il était de mon devoir de voir comment les collaborateurs du président Pompidou pouvaient poursuivre leur activité et leur carrière. Je lui ai donc proposé un poste diplomatique qu'il a refusé pour revenir, pour entrer dans une affaire privée, comme vous vous en souvenez. Et je l'avais chargé d'une mission, ce qui me fait penser, parce qu'on me montrait les images de Mme Pompidou, il y avait une question qui était quel pouvait être le statut des épouses d'anciens présidents de la République, puisque rien n'était prévu. Et je lui ai demandé de me faire des propositions sur la manière dont il fallait prévoir une sorte de statut, et il s'en est chargé avec beaucoup de simplicité et de dignité. Comment le définiriez-vous? On retient de sa part... Non, mais on parle de l'homme, pas du tout. Mais une certaine onctuosité, est-ce que cela cache aussi une certaine autorité? Qu'est-ce que vous retiendrez de la courtoisie ou de l'autorité? Il faut se méfier des mots. Bon, je me rappelle, j'avais dit de Raymond Barre qu'il était le premier économiste de France. Bon, en ce qui concerne Édouard Balladur, c'est un homme intelligent. C'est une grande qualité, l'intelligence. Est-ce même peut-être la première? C'est un homme sage. Je pense que même dans sa déclaration de tout à l'heure, les Françaises et les Français auront l'occasion de le confirmer. Je crois que c'est un homme qui est assez autoritaire aussi. Je ne le sais pas par expérience, parce que je n'ai pas travaillé auprès de lui, mais certainement c'est quelqu'un qui fait respecter ses décisions. D'ailleurs, quand on conduit une équipe, il est bon d'avoir une certaine autorité. Bien, nous allons rester ensemble en attendant donc la déclaration d'Édouard Balladur, et c'est vrai que l'entretien dure longtemps, donc en tout cas depuis fort longtemps, avec le chef de l'État qu'il a nommé Premier ministre ce soir. Je vous propose d'abandonner un instant la politique et de passer à un autre registre. On va découvrir ce qui deviendra peut-être le plus grand cadran solaire du monde avec Gérard Dalmas. Bien. La lumière, l'un des attraits de la plaine du Forez. Agglomération industrielle où est né le tout premier chemin de fer français,
Andrézieux-Bouthéon conjugue tradition et novation. Exemple, dans ce nouveau quartier, la prochaine mise en place d'un immense cadran solaire horizontal, 18 mètres par 18 mètres. Pour son élaboration par une demi-douzaine d'artisans spécialisés, ce sablier géant passe d'abord par une maquette. À Montbrison, l'atelier de Gilbert Bonin, mouleur-staffeur, Gaîté de La Rochelle, pour les compagnons du devoir du Tour de France. Alors? Ah, c'est bien ça. Hein? C'est très bien. Préparation du futur style de 2,60 m, la pointe qui donnera l'ombre, donc qui indiquera l'heure. Ce sera une statue en bronze, un profil de statue Europa. Fil rouge, le sculpteur qui a conçu ce projet un peu fou, un enfant du pays stéphanois, Chavanon. Le voici avec le maire d'Andrézieux-Bouthéon, un passionné du savoir-faire et des monuments. D'ailleurs, monsieur le maire choisit lui-même matériaux, ornements, revêtements, avec différentes pierres de Rhône-Alpes. Il en faudra 12 tonnes pour les 324 mètres carrés. C'est l'affaire entre autres du tailleur à Sainte-Consorce dans le Rhône, Dominique Béal, dit la prudence de Montbrison. Avec le champ d'or et le rose de Vérone, on a une bonne harmonie avec l'ardoise au centre. D'accord. Outil gravelet en main, il gravera bientôt les fameux chiffres romains de 3 à 9 qui, grâce à l'ombre portée, renseigneront sur la course effrénée du soleil. Oui, il faut reprendre un autre chanfrein. Oui. Mais là, on ne peut pas parce qu'on est sur les 3 cm. Quant au maître métallier, dans son antre à Roche, dans l'Isère, Émile Langlois, Émile le Normand, il signe à l'enclume l'astrolabe de 135 kg. L'inauguration de ce colossal cadran du soleil serait lumineuse à la Saint-Jean, jour de la plus belle carrière de l'astre de nos jours. La fuite du temps méritait bien son monument. Un clin d'œil à tous ceux qui aiment le football et qui attendent le match Bordeaux-Valenciennes de la 16e finale de la Coupe de France que France 2 doit diffuser dans un instant. Un clin d'œil à ceux qui aiment le sport. On revient sur le Grand Prix de Sao Paulo, gagné hier par Senna. Prost avait abandonné. Thierry Clopo. Interlagos, Grand Prix de tous les dangers, avec dès le départ cet accrochage spectaculaire entre Fittipaldi et Berger, heureusement sans dommages corporels pour les deux pilotes. Devant, comme prévu, la Williams-Renault de Prost mène la danse. Et puis 30e tour, coup de tonnerre, averse terrible. Senna décide alors de passer en pneu pluie. Prost, lui, reste en pneu lisse pour piste sèche. Erreur fatale pour le Français. Dans la ligne droite, Prost accroche une Minardi. C'est l'abandon pour le triple champion du monde. Trop de pluie, la course est alors neutralisée. Le nouveau départ va profiter d'Eamon Hill et sa Williams pas pour longtemps, puisqu'Ayrton Senna, quelques tours plus tard, ne fait qu'une bouchée du jeune Anglais. Senna a toujours gagné sous la pluie. Hier à Sao Paulo, il n'a pas failli à la tradition. Grâce à cette victoire, le pilote de la McLaren Ford est actuellement en tête du championnat du monde avec 6 points d'avance sur Prost, mais on ne sait toujours pas si le Brésilien sera présent pour le prochain Grand Prix d'Europe. Ce sera à Donington. Édouard Balladur est peut-être en train de soumettre la liste de son prochain gouvernement au chef de l'État. Qui sait si, lors de sa déclaration qu'il devrait faire sur le perron de l'Élysée, le nouveau Premier ministre ne va pas annoncer également la composition de ce nouveau gouvernement. D'ailleurs, on sera en difficulté parce qu'on n'a pas préparé encore les portraits de ces ministres qu'on ne connaît pas. Mais justement, Marianne Bonneau et Bernard Puissosseau sont allés voir deux publicitaires, Jacques Séguéla et Thierry Sausset, et leur ont demandé d'imaginer la composition de ce futur gouvernement. On sourit. Même quand on fait de la voyance pour rire, il faut respecter l'équilibre gauche-droite. Pour nous, ils ont bien voulu jouer les Madame Irma. Ces deux bronzés de la pub se sont déjà occupés de grands noms de la politique. Jacques Séguéla, ça vous dirait d'inventer le nouveau gouvernement? Oui, si je peux le faire comme un créatif. Un peu pour rire, hein, c'est pas celui que vous allez avoir. Si je le faisais comme un amuseur ou comme un communicateur, je prendrais des risques et je dirais un peu les gens qui me passent par la tête. Si je le fais comme un conseil en communication politique, j'essaierai d'être un peu plus sérieux. Alors qui mettriez-vous à l'intérieur? À l'intérieur, je mettrais Gérard Longuet. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a de la poigne et qu'il faut ça à la police. André Santini. Nous aurions enfin un ministre de l'Intérieur qui nous ferait rire. Aux finances, je mettrais Edmond Alfandéry parce que c'est un centriste de choc. Il est très onctueux dans l'expression, mais très solide dans ses convictions. Michel-Édouard Leclerc, parce qu'il sait faire baisser les prix. À la défense et aux armées? Pasqua. À lui seul, il fait fuir toute une armée.
À la Défense, Charles Pasqua, parce qu'il a une faconde extraordinaire et qui va donner du tonus à la Grande Muette. À la culture? À la culture, Alain Carignon, parce qu'il n'a pas besoin de paillettes pour briller. Philippe Solers, il est presque aussi médiatique que Jacques Lang et meilleur écrivain. Et au sport? Daboville. Aucun ministre à sa place ne ramerait mieux que lui. Et au sport, Guy Drut, parce qu'il manque pas de souffle et que lui, au moins, il l'a déjà prouvé. À l'environnement, je mettrai Jean-Louis Etienne. L'écologie, il n'en parle pas, il la pratique. Michel Barnier, parce qu'il est frais, nouveau, clean. Voilà, ce sont leurs pronostics. La course au ministère commence au vu de la nouvelle Assemblée et on pourra très vite comparer lequel des deux aura été le plus visionnaire. Il est 21h et près de 18 minutes. Cette édition spéciale que la rédaction de France 2 vous a proposée depuis 20 heures dure beaucoup plus longtemps que prévu. On est confronté à un vrai problème, un vrai dilemme. On a un devoir d'information à l'égard de tous les Français qui attendent la déclaration du nouveau Premier ministre Édouard Balladur, mais on a aussi un devoir de respect à l'égard des téléspectateurs qui aiment le football et qui attendent le match de Coupe de France que France 2 doit diffuser, Bordeaux-Valenciennes. Donc difficile de concilier ces deux devoirs. Donc, il peut arriver d'ailleurs que l'on aime à la fois le football et la politique. Donc je vous fais une proposition. Nous allons rendre l'antenne au programme. Vous allez dans un instant écouter Sophie Davant qui vous parlera du temps. Il y aura une pause publicitaire, puis Didier Roustan commentera le match Bordeaux-Valenciennes. Je resterai à mon poste avec Albert Duroy et Arlette Chabot. Si Édouard Balladur sort au moment de la pause publicitaire, eh bien nous interviendrons, nous diffuserons sa déclaration en direct, nous ferons un petit commentaire et on repassera la parole évidemment à Didier Roustan. Donc à tout à l'heure, peut-être. Merci de votre attention. Aujourd'hui, il existe des voitures beaucoup plus proches de vous que vous ne le pensiez. Les Mercedes 190 Optimum, 5 motorisations à partir de 140 000 francs. Parmi toutes les cartes de paiement, il y en a une qui est à l'origine des autres. Diners Club International, l'inventeur de la carte de paiement universelle. Aujourd'hui, Diners Club réinvente la carte. Cette fois, c'est promis, j'arrête le Bourseau. D'abord, j'arrête de le regarder. Voilà. Non, c'est une question de volonté, il faut que j'y arrive. C'est vrai, quoi, un fromage crémeux comme ça devrait pas être permis. Ouais, c'est décidé, j'arrête. Demain. Bourseau, demain, j'arrête. Premier baiser, premiers émois. Il confie à Mireille Dumas ce qu'on attend de l'amour quand on a 17 ans. Le prince charmant que moi j'imaginais en étant petite. Mon premier amour, Bal et Masque avec Mireille Dumas, mardi 22h20 sur France 2. 21h36, dans quelques secondes, le match Bordeaux-Valenciennes commenté par Didier Roustan. Auparavant, rendons-nous à l'Élysée où se trouve toujours Nathalie Saint-Cric qui attend toujours la sortie du nouveau Premier ministre, Édouard Balladur. Bien, je pense qu'on aura peut-être une difficulté, Nathalie ? Normalement, moi je vous vois, je vous entends. Et nous aussi. Nous avons toujours Édouard Balladur, ça fait maintenant 1h05 qu'il s'entretient avec le chef de l'État. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en 86, quand Jacques Chirac s'était entretenu avec François Mitterrand avant d'être nommé, cela avait duré 2h15. Alors je ne veux pas vous désespérer, nous attendons toujours Édouard Balladur qui va faire une courte allocution à sa sortie et nous vous appelons dès que nous avons du nouveau. Merci Nathalie, les hommes politiques sont impitoyables avec nous. On s'est endormi très tard hier soir, Albert. On risque aussi ce soir de s'endormir très tard. Oui, la seule chose qu'il faut signaler, c'est que les hommes politiques ont une vie en ce moment aussi dure que nous, c'est-à-dire qu'ils se couchent aussi tard que nous et ils se lèvent aussi tôt. Ce qui est très remarquable dans ce qui se passe ce soir, c'est que tout va beaucoup plus vite qu'en 1986, au moment de la précédente cohabitation, et que tout se passe à l'Élysée. C'est-à-dire que c'est vrai que Jacques Chirac avait vu pendant 2 heures le président de la République, mais ensuite il s'était rendu chez lui, dans ses terres, dans son fief de l'Hôtel de Ville, pour faire sa première déclaration. Alors que là, le Premier ministre, RPR,
hier, va parler du perron de l'Élysée. Ça montre que cette cohabitation commence dans un climat correct, disons, un climat correct dans toute démocratie. En attendant, Arlette, vous continuez de téléphoner pour vous renseigner sur les ministrables. Alors, rapidement. C'est terrible parce qu'on est sûr, effectivement, parce que peut-être que le président de la République et Édouard Balladur sont effectivement en train de discuter de la composition du gouvernement. C'est ce qui se passe généralement dans ce cas-là. Cohabitation, on discute ce qu'on appelle les domaines partagés entre le Premier ministre et le président de la République. Et puis peut-être donc aussi qu'Édouard Balladur soumet une première liste de noms au chef de l'État. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des personnalités qui, évidemment, seront dans ce gouvernement. Alors, pour les postes dits sensibles, c'est-à-dire les postes où, effectivement, il y a compétences partagées et représentation, peut-être à l'étranger, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec M. Giscard d'Estaing, entre le Premier ministre ou le ministre et le chef de l'État. Par exemple, les affaires étrangères, on parle beaucoup pour ce poste du Quai d'Orsay d'Alain Juppé, qui est aussi secrétaire général du RPR et qui aimerait beaucoup donc avoir ce poste du Quai d'Orsay succédé. Qui avait réclamé le départ de François Mitterrand en cas d'élection de l'UPF. Oui, il était secrétaire général à l'époque, effectivement, du RPR, il l'est toujours. Alors, justement, est-ce que ça posera un problème? Il y a aussi le ministère de la Défense, qui est un ministère très sensible, qui pourrait être confié à François Léotard, par exemple. On parlait plutôt de Charles Pasqua ces dernières semaines, mais il semble que M. Pasqua retrouverait un ministère de l'Intérieur, poste qu'il avait déjà occupé pendant la cohabitation. Autrement, les autres hommes dont on parle, eh bien, il y a bien sûr Alain Madelin, Charles Millon, François Bayrou, Gérard Longuet, voilà pour le Parti républicain et pour le secrétaire général de l'UDF, Pierre Méniory pour les centristes qui occuperait donc le poste de ministre de l'économie et des finances. Des hommes nouveaux, Nicolas Sarkozy, qui pourrait être ministre du budget, qui est à la fois proche de Jacques Chirac et proche d'Édouard Balladur, et puis Jacques Toubon, que l'on donne favori soit pour la justice, soit pour le ministère de la culture. Donc des ministres politiques. Des ministres très politiques. Alors l'important, je crois que ce qui sera surtout regardé, c'est l'équilibre, effectivement, entre l'UDF et le RPR, pour la répartition des postes importants. Vous savez, les secteurs importants, c'est au fond ce qu'on disait, l'intérieur, la défense, les affaires étrangères. Adela Madelin pourrait récupérer un poste difficile qui est celui donc du travail, par exemple. Voilà, l'équilibre. Voilà. Et alors que M. Balladur arrive. Merci. Non, je vous en prie. Mais Édouard Balladur, continuez de parler parce que l'image peut nous arriver de l'Élysée. Édouard Balladur devrait sortir d'un instant à l'autre. Nathalie Saint-Cric. Oui, bien écoutez, on nous annonce qu'Édouard Balladur devrait sortir d'une minute à l'autre. Donc là, nous le guettons. Cela fait donc maintenant 1h10 qu'il est avec le chef de l'État. Le micro doit être installé. Il doit faire donc une courte allocution. Alors, vous le voyez peut-être apparaître. On voit le micro, Nathalie, on voit le micro. Il va descendre du bureau du président de la République qui se trouve donc au premier étage. Alors nous allons peut-être assister à son apparition. Je me retourne pour voir. Oui, voilà, je vous en prie. Le chef de l'État a reçu Édouard Balladur à 20h30 précise. Donc gardez l'image de l'Élysée. Oubliez mon image, s'il vous plaît. Voilà. Gardons l'image de l'Élysée. Donc le chef de l'État a reçu Édouard Balladur à 20h30. N'est-ce pas, Nathalie? Donc oui, ça fait 1h10 qu'ils sont ensemble. Ça fait donc 1h10. Donc j'attends comme vous. Donc vous n'avez pas eu d'indiscrétion de la part des collaborateurs, évidemment, du chef de l'État sur le contenu de l'entretien entre les deux hommes. Voilà. S'il vous plaît, Nathalie, vous pouvez vous retirer du champ. Merci. Puisqu'on voit arriver Édouard Balladur, accompagné par le secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine. Vous découvrez là le nouveau Premier ministre qui succède à Pierre Bérégovoy. La nomination a été annoncée en personne par François Mitterrand. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. C'est la première fois que le chef de l'État annonce lui-même la nomination de son Premier ministre. D'habitude, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui le fait. Édouard Balladur, nouveau Premier ministre, issu de la nouvelle majorité. Écoutons-le. Le président de la République a bien voulu m'inviter à venir le voir. Il m'a fait part de sa décision de me nommer Premier ministre. Je l'ai accepté. Je vais dès demain me consacrer à la formation du nouveau gouvernement. Je souhaite y parvenir le plus rapidement possible. Il s'agira d'une équipe restreinte afin qu'y règne la cohérence, l'efficacité et la solidarité. Elle devra s'efforcer de rassembler autour de l'action de réforme qui est indispensable
tous les Français, dans le respect mutuel des convictions de chacun. Notre pays connaît une crise, tous nos efforts doivent être mobilisés pour la surmonter. C'est pourquoi le nouveau gouvernement, appuyé sur la majorité parlementaire à laquelle les Français viennent d'apporter massivement leur confiance, devra se consacrer à redresser la situation de notre pays et à rétablir la confiance. Merci, mesdames et messieurs. Premier ministre qui s'apprête à quitter le palais de l'Élysée après un entretien de plus de 1 heure et 10 minutes avec le chef de l'État. Déclaration très brève, aussi brève que celle du chef de l'État à 20 heures. On a le sentiment, Albert Duroy, que les premiers pas de cette nouvelle cohabitation se déroulent dans de bonnes conditions. Il n'y a eu, ni dans la déclaration du président de la République tout à l'heure, ni dans celle du Premier ministre, aucune parole désagréable, ni dans un sens, ni dans l'autre. Bon, et c'est quelque chose qui, dans le climat parfois tendu des campagnes électorales, tel que nous en avons connu récemment, est remarquable. Je note aussi que M. Balladur a annoncé son intention de constituer le plus rapidement possible, la formule est vague, un gouvernement restreint. C'est une intention, soyons francs, que tous les premiers ministres ont avant d'entamer les tractations pour la préparation du gouvernement. C'est beaucoup plus difficile à tenir qu'à promettre. Enfin, on verra bien. Peut-être que cette fois-ci, M. Balladur le tiendra. M. Giscard d'Estaing nous indiquait tout à l'heure que son objectif de départ, c'était un gouvernement de 25 ministres et secrétaires d'État. On verra demain ou après-demain. Merci Albert pour ces précisions. Évidemment, Arlette, vous restez sur le pont et vous allez préparer la nouvelle édition ce soir avec Catherine Sellac, avec toute l'équipe du service politique. Il est 21h44. Je vous rappelle donc l'information, mais que vous connaissez déjà. Édouard Balladur est le nouveau Premier ministre. Il a été nommé par François Mitterrand. C'est le président de la République qui a annoncé en personne sa nomination à 20h. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir largement sur les déclarations du président et du nouveau Premier ministre dans le dernier journal qui vous sera présenté par Catherine Sellac après, enfin, le foot Bordeaux-Valenciennes. Bon match Didier Roustan et merci pour votre patience.